Bonjour à tous. C'est vrai, je suis Suzy Yohan, je m'appelle Suzy Yohan. Mais je pense que Jimmy a tout dit et peut-être la seule précision que je pourrais amener, c'est de dire que j'anime deux émissions en fait sur Savoir Média, des émissions qui ont été tournées entre 2018 et 2020. Donc, une émission Génie d'ici, c'est 6 épisodes qui portent sur des projets et qui ont gagné des prix ou qui ont été en nomination pour les grands prix de Génie Conseil ici au Québec. Et puis, j'ai une deuxième émission, c'est 10 épisodes sur le développement durable. Donc, c'est des épisodes sur l'énergie, la gestion des inondations. Et puis, écoutez, c'est 10 sujets qui sont tous les plus intéressants les uns que les autres. L'énergie, plusieurs éléments. Donc là, je vais commencer ma présentation sur la vulnérabilité des bâtiments. Puis, attendez, je vais partager mon écran. Donc là, j'ai nommé ma présentation vulnérabilité des bâtiments parce que je voulais faire un petit tour sur tout ce qui est catastrophe naturelle un peu plus générale avec le vent et donc les ouragans et le séisme. Pour les ouragans, c'est très petit, mais je trouvais intéressant et une recommandation que le Code fait concernant les pentes de toit pour les bâtiments. Et puis, j'ai fait les petits calculs et puis je trouvais intéressant de mentionner cet élément-là. Donc, ma présentation va porter au début sur le risque de catastrophe naturelle, séisme et ouragan, comment on évalue le danger, et puis après rentrer dans la partie plus sismique, donc comment on évalue le risque sismique, et la grosse partie de la présentation va porter sur la vulnérabilité sismique. Donc, c'est quoi les différentes définitions? Il y a différentes façons d'aborder la vulnérabilité sismique. Les méthodes d'évaluation, retour sur les dommages observés en Haïti. Mais vous allez voir que ça passe quand même, quand je vais parler de méthode d'évaluation, je pense que j'ai quand même quelques éléments et à la fin, conclusion et recommandations. Donc moi, j'aime commencer les présentations sur la vulnérabilité avec une petite formule que j'aime bien. C'est une formule qui nous permet de calculer le risque lié aux catastrophes naturelles. D'ailleurs, catastrophe naturelle, je le dis, mais normalement, c'est le risque lié au désastre naturel parce qu'une catastrophe, en fait, c'est quand rien n'est préparé que l'événement devient une catastrophe. Donc, le risque est en fait un produit de 3 paramètres. L'aléa, qui est le danger, donc tout ce qui est histoire géologique, tout ce qui est géophysique. Dans le cas des tremblements de terre, on va parler d'effets de site, des éléments locaux au niveau du sol, généralement, qui vont amplifier les zones sismiques, dans le cas des zones sismiques. Il y a aussi, dans les effets de site, il y a tout ce qui est, comment on appelle ça, affaissement, glissement de terrain. Donc, on peut aussi avoir ces effets-là au niveau d'un ouragan. Et c'est ce que je vous dis, dans cette formule, elle est applicable à tout type de risque. Donc, on pourrait, si on veut, le conjuguer à différentes sources. Donc, le deuxième élément, c'est l'aléa. En fait, je reprends l'aléa. L'aléa, en fait, on ne peut rien. On peut la prendre, on peut maîtriser ce qui amène le danger, mais on vit avec. Dès que les effets de site, on peut les prévoir et mieux préparer le terrain pour éviter une amplification des dommages. Le deuxième élément, la vulnérabilité, qui est l'élément que nous, comme ingénieurs, sur lequel on peut agir. Donc, la vulnérabilité, ça va amener une performance probable d'un bâtiment ou d'une famille de bâtiments. En fait, c'est lié à la qualité du bâti et naturellement, c'est donc l'application des normes existantes en tant que telles. Le troisième paramètre, c'est un paramètre que moi, j'ai appelé valeur exposée. On l'appelle aussi enjeu. Des fois, dans certaines formules où on utilise 2 paramètres, ils vont prendre vulnérabilité et enjeu comme un seul, et puis ils vont l'appeler enjeu, mais moi, je préfère le séparer. Donc, la valeur exposée, c'est tout ce qui est population, économique. D'ailleurs, dans la présentation, dans l'introduction, on a parlé du tremblement de terre de 2010, environ 200, 300 000 morts, dépendant des chiffres, et le tremblement de terre de 2021, tout récent, qui est plus violent que le tremblement de terre de 2010, mais on a eu 2000 morts. Donc,
et c'est là que ça va se jouer. Donc, sur la population, l'économique, l'aménagement du territoire, la réponse aux catastrophes naturelles et d'autres éléments un peu moins techniques. Donc là, comme je vous avais dit, j'avais parlé de catastrophes et là, j'ai pris une présentation, en fait, un tableau de la Banque mondiale qui dit que les catastrophes n'épargnent personne, mais elles touchent surtout les populations pauvres et vulnérables. Et là, on a comme une épée de Damoclès qui parle de fatalité. Donc, c'est comme si parce qu'on est pauvre, mais on est sujet à des catastrophes. Et là, il y a des chiffres qui montrent ça. Mais on sait que, comme j'ai dit au début, que si la réponse est bonne, mais la catastrophe sera évitée. Donc, au niveau et regardez ici, j'ai mis sur une balance, Haïti 2010, un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, donc 230 000 morts, 78 milliards de pertes du PIB, 78 milliards de dollars de pertes, donc 120% du PIB. Et de l'autre côté, j'ai mis le Chili avec un tremblement de terre la même année, 8,2. Donc, vous allez voir, je vais parler de magnitude tout à l'heure. Donc, c'est un tremblement de terre 30 fois plus, un peu plus, 30 fois plus violent que le tremblement de terre de 2000 d'Haïti, mais il y a eu seulement 562 morts. Donc, ce n'est pas le tremblement de terre qui tue, c'est vraiment le fait que les bâtiments ne sont pas bien construits. Et là, par contre, quand on regarde les enjeux, oui, les enjeux au niveau humain sont moins graves, mais regardez les enjeux quand même importants au niveau de l'économie. Là, je vais reprendre deux autres. Je vais rester en Haïti parce que c'est plus intéressant comme ça. Je compare le tremblement de terre de 2010 d'Haïti, une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter et 7,2 pour les Cayes, en fait la grande région du Sud, mais 2200 morts. Donc, les différences, regardez, quand je reprends les trois paramètres de mon équation de risque, j'ai l'aléa, le danger. Donc, on a des caractéristiques différentes du séisme. Et là, je posais une question, parce que ça, ce n'est pas mon domaine, mais on a les caractéristiques des séismes sont très différentes. En fait, les caractéristiques d'un séisme sont uniques à un séisme. Et là, en fonction de la zone où on est, on peut avoir des zones qui vont agir différemment. On a eu, par exemple, dans le cas du tremblement de terre du Sud, beaucoup d'effets de site, donc de glissement de terrain, de liquéfaction aussi, d'après certaines informations que j'ai reçues, mais les deux, on avait, en fait, il y avait dans le port de Port-au-Prince aussi. Quand on prend maintenant le volet vulnérabilité sismique, on a la zone, on avait pour l'Ouest, on était beaucoup en zone rurale, et maintenant, en zone urbaine, pardon, et en 2010, c'était plus des zones urbaines qui étaient affectées. Donc, pour le Sud, on a eu des bâtiments plus petits, et des bâtiments résidentiels et administratifs plus petits. Donc, même s'il y a eu des effondrements, mais ça amène quand même moins de pertes en vie humaine. Et le dernier élément, qui sont les enjeux. Donc, on a eu en 2021 une exposition moindre, une distribution différente de l'habitat. Donc, on a un habitat plus épais dans les zones rurales, mais par contre, on a les deux mêmes éléments, la fragilité du territoire et la capacité de réponse qui était très faible. Maintenant, dans le Code national du bâtiment, quand on le lit, j'ai essayé de reprendre l'information aussi, regarder la même formule, mais en considérant un ouragan, donc la tempête tropicale Jeanne. J'ai beaucoup vécu la tempête tropicale Jeanne, c'est pour ça que je l'ai choisie, mais j'aurais pu prendre n'importe laquelle. Donc, c'était un ouragan de catégorie 3. Et regardez, Haïti, c'était principalement les Gonaïves, en fait, l'Artibonite qui était affectée. Donc, 2500 morts, 2600 blessés, 300 000 personnes affectées, 32 millions de dollars de coûts économiques. Donc, ça, c'était, par exemple, l'appel, le besoin en réhabilitation et secours qui avait été évalué comme ça. En fait, la même tempête tropicale en République dominicaine avait fait 25 morts, 40 000 affectés, et aux États-Unis, parce que de plus en plus, on est dans tout ce qui est ouragan, on est dans le domaine des changements climatiques, donc des pays qui n'étaient jamais affectés par les ouragans, mais commencent à l'être.
Et pour les États-Unis, il y a eu 9 morts, mais 6 à 8 milliards de dollars de dommages, donc tout ce qui est en jeu. Et on a, par exemple, au niveau de l'ALEA, pourquoi et les Gonaïves ont été très affectés, mais parce que la ville, c'est l'exutoire du bassin versant qui part depuis et le nord. Donc, c'est juste pour vous montrer que cette équation est valable pour tout type de désastre naturel. Souvent, on pose la question, et un peu pour faire le lien avec les dommages, la vulnérabilité. Pour les séismes, on parle souvent de magnitude ou d'intensité. Et là, très rapidement, la magnitude de Richter, c'est une échelle qui est unique pour un séisme. Donc, et c'est une échelle ouverte, donc éventuellement, une échelle ouverte, mais on n'a jamais eu plus que 9,4. Là, c'est une ancienne diapo que j'ai prise, mais on a eu un tremblement de terre, le tremblement de terre du Japon qui était beaucoup plus important que celui-là, en fait 9,4. Et chaque fois qu'on augmente d'une magnitude, mais on a une énergie, c'est l'énergie dissipée, l'énergie libérée qu'on mesure, mais magnitude de plus 1, mais c'est 32 fois un tremblement de terre, 32 fois plus élevé, un peu comme je l'ai dit, quand je comparais les 2 tremblements de terre de 2010 en Haïti et le Chili. L'intensité, et c'est ça, vous allez voir que ça va être lié aussi pour tout ce qui est ouragan. L'intensité, c'est une échelle plus humaine. Donc, on va dire, et c'est une échelle qui est liée au dommage et un peu la peur que les gens ont ressenti lors du tremblement de terre. Donc, c'est une échelle fermée de 1 à 12. Et à 12, pratiquement tout est détruit. Donc, l'intensité a beaucoup été utilisée pour traduire, si on veut, les dommages des tremblements de terre avant la disponibilité des accélérogrammes, donc pour pouvoir parler, pour pouvoir mettre une valeur, une magnitude sur les tremblements de terre qu'on appelle les tremblements de terre historiques. Et l'intensité varie dans l'espace. Et là, je vais vous montrer dans le cas de l'Est de l'Amérique du Nord, donc le Québec en particulier, mais aussi l'Est des États-Unis. La particularité, c'est que les ondes se transmettent sur de très, très longues distances. Donc là, regardez, en 1988, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 5,9 à Charlevoix, donc dans l'Est du Québec, mais ça a été ressenti jusqu'à New York, jusqu'à 1000 km, donc à New York, et à Montréal, à 350 km de l'épicentre, mais il y a eu des dommages au niveau de certains bâtiments qui étaient très vulnérables, mais c'est juste pour montrer qu'on a des dommages qui peuvent, on peut ressentir les tremblements de terre sur de très longues distances. Maintenant, j'ai comparé, j'ai mis aussi la mesure des ouragans, donc l'échelle de Saffir-Simpson, et on a les différents ouragans de classe 1 à 5. Et là, ce que j'ai fait, c'est de prendre la pression en millibars qui est là et de faire le petit calcul pour montrer la vulnérabilité des structures sous l'effet du vent. Je ne sais pas si ça va marcher, mais regardez juste avant pour bien comprendre les petits calculs que j'ai faits. Donc, on voit le vent qui vient de la droite vers la gauche. Donc, et quand on va faire les calculs, on va supposer que le vent a une certaine direction. Et là, regardez la toiture qui s'envole tranquillement et les faces exposées. Regardez la face qui donne vers la gauche, mais elle n'est pas encore affectée par le cyclone. Donc, on a ça. Et donc, les calculs, regardez, voici. Dans le Code national du bâtiment haïtien, on donne des valeurs, des portées maximales en fonction des charges. Mais moi, j'ai été faire des petits calculs de pression de vent, en fait, de charge de vent en fonction de l'angle de toiture, parce que vous allez voir que dans le Code national du bâtiment haïtien, on recommande que les toitures, un petit bâtiment comme celui qu'on vient de voir, mais que le toit fasse un angle entre 30 et 45 degrés. Et là, regardez, j'ai fait les calculs avec, si par exemple, on prend un élément interne, donc un peu au milieu du bâtiment, regardez, on passe de moins 1,3 kPa
à plus 0,081 quand on change la pente de 3. Donc, c'est des éléments, des informations qu'on donne dans le code et qu'on arrive à traduire, et ça nous permet, si on veut, de diminuer la vulnérabilité du bâtiment. Si on prend des éléments qui sont de rive, donc des éléments qui sont vraiment frappés en premier lieu par le vent, mais on a des valeurs, regardez, moins 1,86 à moins 0,64. Donc, tout ce qui est en rouge sur ma diapo, c'est des effets qu'on appelle dans le code des effets de gravité. Donc, le bâtiment aura tendance à s'écraser. Et quand c'est négatif, c'est l'explosion, en fait, l'explosion, le 3 qui peut s'envoler. On pourra revenir sur le détail de calcul si vous voulez. Là, j'ai pris le mur arrière, avant et arrière. Regardez, j'ai une pression une pression de plus 0,9 kPa et une pression de moins 89. Et là, ces valeurs, je les ai calculées en utilisant la pression à l'intérieur et la pression, en fait, le coefficient de pression de l'échelle de Saffir-Simpson. Et c'est à peu près ces valeurs-là qu'on a eues lors, par exemple, de l'ouragan et du cyclone Allen, donc dans les années 80, au début des années 80. Donc, c'était juste pour vous montrer, pour la vulnérabilité des bâtiments au vent, donc ça se fait quand même assez rapidement. Là, maintenant, pour la suite de ma présentation, je vais aller plus profondément sur la partie sismique. Donc, le risque sismique, comment on le calcule? J'ai la formule. Comment on le calcule? Comment on prend en compte la vulnérabilité du bâtiment, mais ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Donc, quand, par exemple, généralement, on veut évaluer le risque sismique à l'échelle d'une ville, on va aller utiliser l'inventaire du bâti et on va, dans ce bâti-là, mais il y a des définitions de classes de vulnérabilité. Là, regardez, j'ai mis 2 photos, des exemples de bâtiments en maçonnerie. Et regardez, si on a la façade on a la façade du bâtiment de ce côté-là. Et regardez la portée des poutres principales. Alors qu'ici, dans le deuxième schéma, voici encore la façade, mais maintenant, les portées sont dans l'autre sens. Les portées des poutres principales sont dans l'autre sens. Et l'avantage qu'on a, et quand même à Montréal, c'est que les bâtiments, depuis les années 1750, mais ils ont suivi un patron de construction qui est le même. Et donc, facilement, au niveau de Montréal, on peut regrouper les bâtiments en typologie, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Haïti parce que les maisons sont uniques. Mais on pourrait quand même, vous allez voir tout à l'heure, je vais beaucoup parler des églises. Donc, on peut calculer on peut quand même évaluer un potentiel de dommages à l'échelle de Port-au-Prince. Donc là, c'est des méthodes qui vont être basées sur des probabilités de dommages. Par exemple, on veut analyser des bâtiments précis. Donc là, on peut aller avec des démarches plus cartésiennes, plus concrètes, où on va avoir on pourra évaluer le bâtiment de manière individuelle. Ces évaluations-là nous permettent d'évaluer le risque à l'échelle d'une ville. Donc là, regardez, c'est une simulation qui a été faite et ça nous donne à peu près en termes de à quelle heure, dépendant de l'heure à laquelle frappe le tremblement de terre, mais on peut avoir le nombre de blessés, les dommages, le nombre de remblais de bâtiments endommagés. Et ça, c'est un outil qui a été développé pour l'ALEA au Canada. Maintenant, là, donc ça, c'était pour le risque sismique. Maintenant, et là, juste avant, je voudrais dire quelque chose de plus. Regardez, et c'est très important, l'heure à laquelle le tremblement de terre frappe. Donc, si on retourne sur le tremblement de terre de 2010, on va tout simplement imaginer que toutes les écoles se sont effondrées, mais que le tremblement de terre aurait frappé Port-au-Prince vers un peu plus tôt, mais pas à 5h moins le quart, tous les conséquences malheureuses qu'on aurait lors de ce tremblement de terre. Donc, la troisième partie de ma présentation va porter sur la vulnérabilité sismique en tant que telle. Donc, la vulnérabilité, c'est quoi? Mais on le définit de différentes façons. La première définition que j'ai retenue, c'est une probabilité, la vulnérabilité sismique, c'est une probabilité qu'un degré de dommage soit atteint pour une classe de bâtiment. Donc là, je pourrais prendre mon crayon
et partir, par exemple, si j'ai un tremblement de terre d'intensité 6, donc je ne serais pas vraiment dans le dommage. Ici, je serais 12, j'avais dit que c'est le dommage complet, mais on a un niveau de dommage qui peut être basé sur plusieurs éléments. Dans ce graphe-là, ça c'est une méthode qu'on appelle UMS 98, on voit que ce sont les églises qui sont les plus vulnérables, peu importe l'intensité, dans la zone d'intensité qu'on est pour un tremblement de terre donné. Cette probabilité de dommage peut être aussi fonction des accélérations, donc l'accélération maximale au sol qui caractérise une ville en tant que telle. Donc, on a des études qui ont été faites, par exemple, pour la ville d'Écaille, où on donne le PGA, où on donne l'accélération. Donc, on pourrait aussi développer des courbes en fonction de l'accélération au sol. C'est beaucoup de calculs pour ceux qui aiment les courbes hyperboliques avec des sinus. C'est un peu ça qui est là. Une autre définition de la vulnérabilité sismique, ça peut être une classe de vulnérabilité en fonction du type de structure. Donc, regardez si on prend ce tableau-là, mais si on a des bâtiments qui sont en pierre non et renforcés, mais on est dans des classes de vulnérabilité. La classe de vulnérabilité A, la plus vulnérable, versus, par exemple, béton en maçonnerie et avec un bon niveau de conception parasismique, et on est dans des classes E et F. La charpente métallique, on est aussi dans des classes assez intéressantes, mais regardez, quand on prend la maçonnerie renforcée ou chaînée, mais ça nous donne quand même une classe de vulnérabilité assez intéressante. Donc, là, je veux souligner l'importance, par exemple, de toute la formation qui a été donnée après 2010 sur le chaînage, comment renforcer les structures en maçonnerie. Donc, tout ce qui est bloc, etc. Et l'autre élément que je veux vraiment mettre l'accent, un autre élément sur lequel je veux vraiment mettre l'accent, c'est le fait que c'est d'abord la typologie, donc la structure en tant que telle, avant les matériaux. Ce n'est pas parce que le bâtiment est en maçonnerie renforcée qu'il est plus vulnérable qu'un autre. C'est la façon dont on a conçu la structure et on a répondu aux normes que le bâtiment va être moins vulnérable. D'accord? Parce que quand on prend l'histoire en Haïti où on construisait en bois, mais à cause des cyclones, à cause des incendies, on a migré vers la construction en béton armé. Et après le tremblement de terre de 2010, comme c'est les bâtiments qui ont tué le monde, donc on veut s'en aller vers d'autres types de matériaux. En fait, il faut pouvoir bien construire dans tout type de matériaux et on aura des structures qui vont être plus résilientes. Okay? Un autre élément, une autre façon de définir la vulnérabilité sismique, c'est que c'est en fonction de l'année de construction. Et là, en fonction de l'année de construction, parce que les codes, les premières normes parasismiques ont été intégrées en 1970, à partir de 1970. Donc, tout ce qui est avant 1970, ça va être des bâtiments qu'on va classer pré-code. Donc, des bâtiments qui, de fait, sont vulnérables et sont de fait vulnérables et il faudrait intervenir sur ces bâtiments pour les évaluer et voir dans quelle mesure ils sont sécuritaires. Mais là, je reste très ouverte parce que on a eu, dans les années avant 1970, le fait que les matériaux n'étaient pas chers, on avait des facteurs de sécurité globaux. Donc, on en a mis un peu plus qu'il n'en fallait. Et probablement que quand on fait l'évaluation de ces bâtiments, on va voir qu'ils vont pouvoir résister, mais il faut faire la démarche d'aller évaluer la vulnérabilité de ces bâtiments. Et là, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple des bâtiments de la ville d'Écaille, les anciens bâtiments, mais ils ne sont pas tombés. On pourrait prendre d'autres exemples de bâtiments. Et par exemple, en fait, il y en a beaucoup. Il y a des bâtiments qui sont construits avant 1970 et qui ont bien résisté au tremblement de terre. Entre 1970 et 1994, mais 1985 pour tous les bâtiments en béton armé, donc il y a eu une progression qui s'est faite et vous allez voir à la fin de ma présentation, je vais parler de cette progression dans
les codes nationaux du bâtiment. Et tout ce qui est construit après 1994, mais c'est des bâtiments qui, normalement, et partout où on a pris en compte les codes de bâtiment, mais ce sont des bâtiments qui sont sécuritaires, qui ne sont pas vulnérables. Mais encore une fois, avec une nuance, parce que les codes évoluent au fil des tremblements de terre. Et par exemple, si on prend le Chili en 2010, vous voyez que les bâtiments ont très bien performé, mais on a eu une classe de bâtiments entre, je le dis vraiment de mémoire, j'ai oublié j'aurais dû vérifier avant, mais juste pour vous montrer de mémoire, les bâtiments qui étaient entre 20 et 30 étages, et c'est eux qui ont eu des dommages. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ces bâtiments. Parce que de manière générale, les bâtiments suivaient les différents codes de construction. Et l'autre élément sur lequel je voudrais accentuer ma présentation ici, dans cette diapo-là, c'est de vous dire que déjà, si vous consultez le livre de géologie qui a été écrit pendant l'occupation américaine, donc à l'époque où on construisait la cathédrale Notre-Dame perpétuelle, donc la cathédrale de Port-au-Prince et le palais national, mais déjà, parce qu'on avait eu des dommages lors du tremblement de terre précédent, mais déjà, celui qui écrivait le livre, ce livre de géologie, il l'avait mentionné, il a dit, on fait bien attention. Les bâtiments tels qu'on les construit actuellement, donc on est en 1919, 1920, 1925, les bâtiments tels qu'on les construit, c'est bien écrit dans ce livre de géologie, ne pourront pas résister à un tremblement de terre si on a les événements qui ont déjà, les événements de 1749 et 1751 qui ont déjà frappé Port-au-Prince. Donc, c'est un peu pour vous dire que la vulnérabilité sismique, c'est beaucoup un gros bon sens. C'est quand on voit le bâtiment, écoutez, on sait que ça ne va pas tenir ou qu'on peut avoir des dommages importants. OK? Une autre façon de définir la vulnérabilité sismique, c'est de se poser, de faire un choix de conception et d'essayer d'atteindre un objectif de conception. Donc, on a des objectifs qu'on peut respecter et ces objectifs sont en fonction de l'effet, en fait, de la gravité du tremblement de terre. Donc, on peut avoir un tremblement de terre de 100 ans, de 500 ans ou de 2500 ans, de temps de retour de 2500 ans. Et là, c'est un tremblement de terre qui est le plus violent qu'on pourrait avoir. Et pour terminer, pour la partie, la définition de la vulnérabilité sismique, dans un contexte de fiabilité des structures, donc quand on veut toucher à des bâtiments qui sont des bâtiments de protection civile, où on doit assurer la continuité des opérations, répondre aux urgences, la sécurité des occupants pendant et après un tremblement de terre, mais on n'est plus dans la vulnérabilité en tant que telle, on va parler de fonctionnalité. Et au niveau de la fonctionnalité post-sismique, ce qu'on veut, c'est d'atteindre, que ces bâtiments puissent être fonctionnels, donc puissent pouvoir continuer à fournir des services, même pendant et après le tremblement de terre. De plus en plus de bâtiments entrent dans cette catégorie-là. Donc, c'est vraiment, et regardez souvent l'image du Palais national, mais c'était une image de gouvernance. On l'avait liée à l'image de gouvernance. Donc, l'idée, c'est que garantir la sécurité des vies n'est pas seulement un objectif, il faut aller plus loin. Il faut garantir la fonctionnalité des bâtiments principaux. Il y a différentes méthodes pour analyser, en fait, pour calculer la vulnérabilité sismique des bâtiments. Là, j'ai pris uniquement des photos du Code national du bâtiment qui expliquent les particularités, mais ça, je pense qu'on pourra aller cette partie-là pourrait être dans les questions, parce que vous êtes plus au courant que moi que des dommages liés aux irrégularités au niveau des bâtiments et à la qualité des matériaux. Et une autre méthode, c'est une méthode qui est basée sur la récurrence des dommages. La récurrence des dommages, et la question, en fait, la question était frappante.
la situation était frappante lors du tremblement de terre de 2021, où tout le monde disait, mais pourquoi c'est les églises qui tombent? Pourquoi? Et puis, il y avait plein d'images d'églises qui apparaissaient. Et au niveau des églises, justement, il y a une récurrence de dommages, donc un patron de dommages qui se répète lors de différents tremblements de terre. Et ces patrons de dommages ont montré que les bâtiments d'église réagissent différemment. C'est comme si on avait pris une boîte de carton puis on l'avait découpée et on la recolle avec du tape. Et ça nous donne une église. Parce que chaque église, en fait, chaque partie de l'église a tendance à s'effondrer ou à être endommagée d'une certaine façon. Donc là, regardez, je n'ai pas mes photos d'église. Je vais y aller. Regardez les photos d'église. Donc ici, Sacré-Cœur, donc les façades qui s'effondrent, qui se renversent, ou le haut de la façade qui se renverse. Donc là, les petits schémas qui sont en haut, regardez, c'est vraiment le deuxième qui est là, celui-là. Donc, c'est vraiment des niveaux des dommages, le comportement des églises qui est quand même assez récurrent à travers le monde et particulièrement pour les tremblements de terre de 2010 et de 2021. D'autres exemples d'écoles, en fait, de bâtiments qui se sont effondrés, il y en a plusieurs. Et j'aime souligner le fait que quand on prend l'école de Baudon, les Sœurs de Saint-Louis de Baudon, c'est une des rares écoles qui ne s'est pas effondrée lors du tremblement de terre de 2010. Donc, il faudrait voir pourquoi, mais probablement à cause du sol. Mais il faudrait voir pourquoi, parce que tous les bâtiments autour de cette école ont été et se sont effondrés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En conclusion, il faut agir maintenant. Lors de la présentation du GRAN, il y avait d'autres intervenants et on voyait qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont déjà en cours, mais ça prend une décision et de gouvernance, ça prend une décision politique pour aller de l'avant, en fait, pour mieux gérer le risque sismique en Haïti. En termes pour les chercheurs, écoutez, les données des dommages observés, c'est une source de validation intéressante et ça peut permettre d'avancer très rapidement. Regardez, dans le cas des États-Unis, il y a comme une ligne du temps et ce qu'ils ont fait, c'est de se donner des cibles, de se donner des objectifs. Donc, quand il y a eu le tremblement de terre en 1933, bien, à ce moment-là, ce qu'on se disait, c'est qu'il faut aller, il y avait uniquement le risque d'effondrement. Donc, on voulait empêcher que les bâtiments ne s'effondrent. Donc, tranquillement, on fait plus attention, mais il y a eu différents tremblements de terre, dont celui de 1971, San Fernando, il y a eu beaucoup de dommages, notamment au niveau des églises. Donc là, il y a eu, au niveau des hôpitaux, et là, il y a eu une loi qui a été faite pour la sécurité des hôpitaux. Ensuite, en 1989, il y a eu le tremblement de terre de Loma Prieta. C'est un tremblement de terre où il y a eu un peu comme celui de 2021, où il y a eu beaucoup de glissements de terrain. Et là, dans les codes, on a rajouté cet élément glissement de terrain. En 1994, les bâtiments s'effondrent moins. Et à ce moment-là, on se rend compte que tout ce qui est le non structural, donc tout ce qui est équipement, mais peut causer des dommages importants aux bâtiments ou aux personnes. Donc, ce qu'on a fait, c'est de prendre en compte de nouvelles lois, de nouvelles normes pour évaluer le risque lié ou la vulnérabilité des composants non structuraux. Et donc, on a cet aspect fonctionnalité post-sismique qui prend plus d'ampleur. Au niveau de la fonctionnalité post-sismique en tant que telle, regardez en 1994, donc les tremblements de terre, et là, il y a un plan qui a été mis en place pour qu'en 2030, tous les bâtiments soient fonctionnels pour répondre aux dangers sismiques des États-Unis. Et voici ma présentation. Donc, merci à tous.